Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, tout le monde le sait, a déposé le 13 janvier dernier le DNC, c'est-à-dire le document de notification des charges contre Laurent Gbagbo. Ce document comprend des éléments invraisemblables et des non-dits remarquables. Avec le docteur Awa Danmelo, nous allons donc ressortir tous les éléments des non-dits et même des omissions qui sont quelquefois parlantes. Avec lui, nous allons examiner ce document. Je voulais rappeler que le docteur Awa Danmelo est donc ancien ministre de l'équipement et de l'assainissement dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. Il a été également le directeur général du BNET, qui est le Bureau national d'études techniques et de développement en Côte d'Ivoire. Alors, docteur, bonjour docteur. Que vous inspire, donc, je l'ai dit en introduction, que vous inspire donc le DNC, c'est-à-dire le document de notification des charges que Fatou Bensouda a déposé le 13 janvier dernier? J'avoue que quand j'ai lu ce document, je me demandais s'il s'agissait véritablement d'une histoire qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Une histoire pour laquelle j'étais quand même un acteur, un observateur et un acteur. Mais je ne me suis même pas du tout retrouvé dans ce document. Mais quand je l'ai parcouru jusqu'à la fin, j'ai bien compris qu'il s'agissait de faire jouer à Gbagbo Laurent le rôle que Ouattara a effectivement joué en Côte d'Ivoire. Et de faire jouer à Ouattara le rôle que Gbagbo Laurent a joué en Côte d'Ivoire. Du coup, ça m'a rappelé vraiment toute l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Souvenez-vous, quand on lit nos livres d'histoire, comment est-ce que Samori Touré a été présenté? Un sanguinaire et sauvage. Alors qu'en réalité, il s'opposait tout simplement à l'occupation de l'Afrique. Comment est-ce que tous nos rois et chefs ont été présentés? Tous ceux qui, en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, ont tenté de s'opposer à la pénétration coloniale. C'est cette même présentation-là qui ressurgit dans le document de notification des charges de Bensouda. On a l'impression qu'on veut donner une image, une peinture dramatique à quelqu'un qui, pendant 10 ans, a été un homme qui a cherché à réconcilier les Ivoiriens, à apporter la paix en Côte d'Ivoire, pendant que pendant 10 ans, un autre homme, en la personne de M. Alassane Ouattara, n'a fait qu'organiser des coups d'État, des attaques et des répressions contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui ressort. C'est vraiment une transposition, comme on le dirait en mathématiques, une transposition de rôle lorsqu'on lit ce document-là. Que pensez-vous de ce qu'elle dit? Dès son accession à la présidence en 2000, Gbagbo a eu pour objectif de se maintenir au pouvoir, y compris en réprimant ou en attaquant violemment ceux qui constituaient une menace pour son régime. Sachant l'élection présidentielle inévitable, Gbagbo a conjointement avec son entourage immédiat conçu et mis en œuvre un plan commun afin de se maintenir à la présidence par tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce que Fatou Ben dit sur le président Laurent Gbagbo, s'agissant de son maintien au pouvoir? Vous voyez vous-même, lorsque on connaît l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire, que cela paraît complètement surréaliste. Puisque Laurent Gbagbo, pendant tout son combat pour l'accession au pouvoir, il a conçu un seul plan. C'est le programme de refondation. Et tous les Ivoiriens connaissent ce plan-là. Et lorsqu'on dit qu'il a pris le pouvoir et qu'il a voulu s'y maintenir par tous les moyens, y compris la violence contre ses opposants, c'est complètement ridicule pour celui qui s'est battu en Côte d'Ivoire pour que naisse la démocratie, c'est-à-dire la liberté de s'organiser politiquement en Côte d'Ivoire
et d'exercer le jeu politique sans violence. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce que Bensouda a voulu faire dans ce document-là. Parce que lorsque vous vous souvenez de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le seul plan pour attaquer la Côte d'Ivoire, ça a été la Charte du Nord, qui a été inspirée par M. Alassane Ouattara dans les années 90. C'est le seul plan d'attaque contre la Côte d'Ivoire. Et souvenez-vous que lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en novembre, dès décembre, son pouvoir a été attaqué par des rebelles soutenus par M. Ouattara. Et 2 mois après, c'est-à-dire en janvier, son pouvoir a été encore attaqué par ce qui est connu en Côte d'Ivoire sous le nom de la Mercedes noire, du complot de la Mercedes noire, où plusieurs véhicules venant du Burkina Faso, avec des rebelles armés, sont venus pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc 2 attaques en moins de 2 mois. Donc qui, dès le départ, avait un plan pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc dès lors que vous voyez ça, vous vous rendez compte immédiatement que Laurent Gbagbo n'avait pas de plan pour attaquer la Côte d'Ivoire. La preuve, c'est qu'après ces attaques, au lieu de réprimer, au lieu de contre-attaquer, il a organisé le Forum de la réconciliation nationale du 9 octobre au 18 décembre 2001, c'est-à-dire 1 an après son accession au pouvoir. Et ce forum de réconciliation, justement, avait pour objectif d'identifier les causes profondes de toutes ces attaques dont il faisait l'objet et de comprendre les problèmes qui se posent en Côte d'Ivoire et de donner une réponse à ces problèmes-là. Donc, en réponse aux attaques, lui, il a répondu par un forum de la réconciliation pour identifier les causes. Donc, il n'a jamais eu un plan pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il a eu un plan pour développer la Côte d'Ivoire. Il a eu un plan pour réconcilier les Ivoiriens et il a eu un plan pour gérer la Côte d'Ivoire pacifiquement. Donc, lorsqu'on dit qu'il a pris le pouvoir avec un plan commun, ça veut dire que je fais partie de ce plan. Or, je n'ai jamais eu contact avec ce plan. Et même Bensouda même ne peut même pas exhiber un plan commun signé par les militants du Front populaire ivoirien visant à attaquer la Côte d'Ivoire. À l'inverse, les Ivoiriens sont capables d'exhiber la Charte du Nord qui a été conçue pour faire la promotion d'un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Et le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce plan-là a fait l'objet de plusieurs attaques que j'ai essayé d'expliquer au début. Dans votre argumentation, vous avez parlé de 2 attaques. Vous avez parlé de 2 attaques qui ont eu lieu tous 2 mois après la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y en a aussi eu d'autres avant le coup d'État de 2002. Exactement. Après ces 2 attaques, il y a eu le Forum de la réconciliation nationale. Ce forum a donné l'objet de 14 résolutions. Et parmi ces résolutions, il y avait un point central, la reconnaissance de la citoyenneté de M. Ouattara. Dès la fin du forum, M. Laurent Gbagbo a pris un acte signé de lui pour reconnaître la citoyenneté de M. Ouattara. Il y avait la question qui divisait les Ivoiriens, la carte de séjour qui avait été instaurée même par M. Ouattara quand il était Premier ministre. Eh bien, Laurent Gbagbo a pris une décision pour supprimer la carte de séjour. Donc voilà 2 actes majeurs pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, après ces 2 actes majeurs, eh bien, on pensait que les problèmes allaient être réglés, puisque dans les 14 résolutions, il était prévu même la modification de la constitution ivoirienne. Et Laurent Gbagbo a fait un gouvernement d'ouverture pour amener la Côte d'Ivoire vers la mise en œuvre de ces résolutions-là, pour que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Et donc, le parti d'Alassane Ouattara et le parti de Konan Bédié sont rentrés au gouvernement. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour que le débat inclusif se mène au sein du gouvernement pour régler les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Mais ce gouvernement qui a été mis en place en août 2002, 2 mois après la mise en place de ce gouvernement, eh bien, la Côte d'Ivoire s'est réveillée encore avec une nouvelle attaque par les mêmes personnes qui ont attaqué au début
c'est-à-dire en 2001, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Et ces mêmes personnes, cette fois-ci, sont venues avec des armes lourdes depuis le Burkina Faso. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils ont tué le ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, plus d'autres personnes encore qui ont été tuées ce même jour-là. Et donc, ce coup d'État manqué s'est transformé après en rébellion armée, coupant le pays en deux. Et donc, lorsque le pays a été coupé en deux, eh bien, la Côte d'Ivoire va connaître des crimes graves qui ont été omis par Bensouda. Ces crimes, c'est lesquels? 62 gendarmes désarmés ont été tués, eux et leurs familles, c'est-à-dire femmes et enfants, à Bouaké. Des femmes danseuses d'Adianou, elles étaient près de 9, elles ont été exécutées. Sans compter au nord du pays, où plusieurs personnes ont été tuées, tout simplement parce qu'ils étaient des partisans de Laurent Gbagbo. Donc lorsqu'on parle de plan d'attaque, eh bien c'est M. Ouattara qui avait un plan d'attaque. Et Laurent Gbagbo, à côté de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on dépose les armes et qu'on discute. Il y a eu d'abord la discussion de Lomé, qui opposait le gouvernement dans toute sa composition à la rébellion. Eh bien, ça n'a pas pu à la France. La France a déplacé le centre de gravité de cette rencontre-là à Marcoussis, c'est-à-dire en France. Et cette fois-ci, on avait le Front populaire ivoirien, c'est-à-dire le parti de Laurent Gbagbo, contre tout le monde. Les rebelles, le PDCI, le RDR, etc., etc. Et c'est là qu'on découvre qu'en lieu et place d'une volonté de négociation pour éteindre les conséquences de la rébellion et puis aborder la question de la réconciliation, c'était plutôt dépouiller Laurent Gbagbo de son pouvoir. Donc pendant que lui construisait la paix et la réconciliation, eh bien les autres continuaient leur œuvre de déstabilisation. Donc en réponse à la rébellion, il a préféré la discussion. Et cette discussion a conduit aux accords de Linas Marcoussis, avec 14 résolutions qui étaient pratiquement identiques aux résolutions du Forum de réconciliation nationale. Et dès la sortie de Marcoussis, il a nommé un Premier ministre consensuel, c'est-à-dire choisi par les rebelles et par lui. Il a mis en place un gouvernement où des ministres ont été choisis par des rebelles et des ministres ont été choisis par lui. Alors, quelqu'un qu'on dit attaquer ses opposants, si c'est comme ça, on attaque un opposant en le mettant au gouvernement, donc vous comprenez que Laurent Gbagbo n'avait aucun cas un plan d'attaque. A contrario, normalement, selon les accords de Marcoussis, tout juste après la mise en place du gouvernement, eh bien, le désarmement des rebelles devait se produire instantanément. Ce qui ne s'est pas produit. Mais pire, ils ont commencé à piller les ressources de la région nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Les deux banques centrales qui étaient dans ces zones ont été attaquées, dépouillées de leurs ressources. Les mines de diamants ont été complètement expropriées, gérées par la rébellion. Le cacao qui était produit dans l'ouest était commercialisé. Et même les maisons des gens qui ont abandonné leurs maisons, les bâtiments publics, les toitures, l'électricité, les ampoules, les véhicules, les biens meubles, tout ceci ont été collectés par les rebelles, convoyés dans les pays voisins, commercialisés et vendus. Tout simplement pour reconstituer leur stock d'armes en vue de préparer une nouvelle attaque. Donc pendant que Laurent Gbagbo reconstituait l'unité nationale, reconstituait le dialogue, réconciliait les Ivoiriens, et bien les autres réorganisaient leur stock d'armes, pillaient les ressources du pays pour se préparer à une nouvelle attaque. Donc voilà des omissions graves que Mme Bensouda a fait dans son document. Non, Laurent Gbagbo n'a pas un plan d'attaque contre les Ivoiriens. Il avait un plan de réconciliation. Et cela se lit à travers ses actes. Donc voilà ce qu'on peut dire des autres attaques qui ont eu lieu. Mais ce n'était même pas tout. Parce que malgré tout, il y a eu d'autres attaques qui se sont poursuivies dans l'ouest du pays. Des villages entiers ont été brûlés. Des maisons
ont été brûlés avec leurs habitants calcinés à l'ouest du pays dans la même période, pendant que Gbagbo cherchait la paix. Les attaques continuaient dans l'ouest du pays. Donc lorsque on est acteur et observateur de la crise ivoirienne, on s'étonne que Mme Bensouda laisse la vérité, qui est parlante pour tout Ivoirien qui a vécu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Gbagbo Laurent, un homme de paix, de réconciliation, de pardon et de dialogue, et puis disent complètement des mensonges, c'est-à-dire fassent jouer à Laurent Gbagbo le rôle que jouait Ouattara pendant que Laurent Gbagbo construisait la paix. C'est ça qui est le vrai crime du document de notification des charges de Bensouda. Selon Bensouda, dans le DNC, c'est-à-dire le document de notification des charges modifié, le second tour de l'élection présidentielle a eu lieu le 28 novembre 2010 et l'annonce des résultats était prévue le 1er décembre 2010. Le 2 décembre, le président de la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, a annoncé les résultats provisoires et déclaré que Ouattara avait remporté 54% des voix contre 45% pour Laurent Gbagbo. Le 3 décembre, le président du Conseil constitutionnel, un allié de Gbagbo, a invalidé la décision de la CEI et annoncé la victoire de celui-ci. Les deux candidats se sont proclamés simultanément président de la Côte d'Ivoire. Cependant, le 4 décembre, le Conseil constitutionnel a fait prêter serment à Gbagbo pour un nouveau mandat présidentiel. Peu après, Ouattara prêtait serment par écrit en tant que président de la République. Les deux camps ont alors formé leur gouvernement respectif. Vous pouvez confirmer ces faits? C'est-à-dire que si elle était chargée de revue de presse à la Cour pénale internationale, j'aurais compris une telle rédaction. Parce qu'évidemment, c'est ce qui se racontait dans les officines des médias dits internationaux. Mais lorsqu'on est juriste, lorsqu'on dit que la CEI a donné un résultat, d'abord la CEI en Côte d'Ivoire, selon les textes, si elle avait joué son rôle de juriste, elle se serait rendue compte que la constitution ivoirienne ne fait pas de la CEI l'institution qui est chargée de donner des résultats. La CEI est chargée d'organiser des élections et de donner des résultats provisoires. Et quand elle dit que le 2 décembre, la CEI a donné des résultats, non. La CEI était forclose le 1er décembre. À minuit. À minuit. Et donc le 2, ce qui s'est passé au quartier général de M. Ouattara, c'était entre les militants du rassemblement des oufouettistes, dirigé par Konan Bédié et par M. Ouattara. Et donc c'est entre eux qu'ils ont organisé une séance pour annoncer des résultats qu'ils voulaient. Donc, si elle avait joué son rôle de juriste, elle se serait rendue compte que le lieu où le président de la CEI a donné des résultats, il n'était pas là-bas en tant que président de la CEI. Il était là-bas en tant que militant du PDCI-RDA. Et en tant que militant du PDCI-RDA, il a suivi les instructions de son chef, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara. Et c'est ça qui a été rendu public. Donc elle a omis de dire ça. Que ce n'était pas la CEI, c'était le RHDP, le QG de M. Ouattara. Elle a omis de dire que le résultat qui a été donné par ce jour-là, au QG de M. Ouattara, ne s'appuyait pas sur un document officiel, un document authentique. Et si les juges veulent la coincer, ils n'ont qu'à lui demander le document qui faisait de Ouattara vainqueur des élections. Un tel document n'existe nulle part. Donc elle a oublié de mentionner que ce document-là n'existe nulle part, dans aucun bureau, aucune archive de la République de Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Et donc, je suppose que les juges feront un travail de juges. C'est-à-dire chercheront les documents pour confirmer ces éléments-là. L'autre omission encore plus pernicieuse, c'est que eux-mêmes, ils reconnaissent que le Conseil constitutionnel a donné des résultats. Et si Mme Bensouda faisait son rôle de juriste, eh bien, elle se serait rendue compte que c'est ce résultat-là
qui est constitutionnellement valable. Et donc devait dire à la Cour pénale internationale, dans son document, que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles selon la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Elle a omis de dire ça. Mais j'espère que les juges vont demander à Mme Bensouda, mais au regard de la Constitution ivoirienne, qui a gagné ces élections? Si vraiment on veut faire du droit, mais si on veut faire de la politique, évidemment, toutes ces questions-là ne seront pas posées. Donc voilà un peu les grandes omissions des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Fatou Bensouda écrit ceci, et je vais citer, « Entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011, les forces pro-Gbagbo ont dirigé une attaque contre des civils considérés comme des partisans de M. Ouattara. Plus d'une centaine d'incidents impliquant les FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, ainsi que des jeunes pro-Gbagbo, des milices et des mercenaires ont eu lieu au cours de la dite période. Selon une évaluation à minima, ces incidents ont causé la mort de moins 1000 civils à Abidjan et dans certaines localités de l'ouest du pays. Les forces pro-Gbagbo ont également arbitrairement arrêté au moins 520 personnes qui ont infligé à plus de 140 civils de grandes souffrances et des atteintes graves à l'intégrité physique. Par ailleurs, pour la seule ville d'Abidjan, au moins 40 femmes et jeunes filles ont été violées par les forces pro-Gbagbo au cours des violences post-électorales. Quel commentaire faites-vous de ces écrits de Fatou Bensouda? Voyez-vous qu'on fait jouer à Gbagbo le rôle que Ouattara a joué, puisque Mme Bensouda reconnaît qu'il y a eu 1000 morts à Abidjan et à l'ouest du pays. Or, tout le monde sait en Côte d'Ivoire, y compris la communauté internationale, que le 28 novembre 2010, il y a eu 800 morts dans la seule ville de Diokwe. Ces 800 morts sont au compte de la rébellion. Toutes les ONG le savent. Donc on ne peut pas dire que c'est Gbagbo Laurent qui a tué ces 800 civils. Ce n'est pas possible quand on connaît la vérité. Et pour quelle raison? Puisque à l'ouest, c'est ses propres partisans, il est majoritaire à l'ouest. À Abidjan, il est majoritaire. Pourquoi quelqu'un va détruire ses propres électeurs, ceux qui l'ont porté au pouvoir? Pour quelle raison? Ça n'a aucun sens s'il s'agit d'Abidjan et de l'ouest du pays. Ça n'a vraiment aucun sens. Or, la vérité que tout le monde sait en Côte d'Ivoire, c'est que les attaques ont effectivement commencé le 27 et que le 28, eh bien, les forces rebelles de M. Ouattara, cette fois-ci dirigées par Ouattara lui-même, puisque M. Ouattara a pris une ordonnance, entre guillemets, puisqu'il n'avait aucune compétence de le faire, mais il l'a fait, ce qui le compromet d'ailleurs, pour se mettre à la tête de la rébellion et demander à la rébellion d'attaquer le pouvoir Ouattara, le pouvoir Laurent Gbagbo. Et donc l'attaque a commencé le 27 et le 28, il y a eu 800 civils qui ont été tués à Diokwe. Et durant toute la progression de ces rebelles qui étaient cantonnés dans la région nord et ouest du pays, ils ont attaqué simultanément toutes les voies d'entrée du nord et du sud. D'abord en commençant par Diokwe. Ensuite, l'entrée vers Vavois et Daloa. Eh bien, des attaques aussi ont eu lieu dans cette région-là. Il y a eu l'entrée de Boaké, où il y a eu des attaques. Mais pour vous dire un peu le mode opératoire de ces attaques, avant chaque attaque, les avions de l'ONUSI circulent et identifient toutes les positions des forces de défense et de sécurité. Et pire, ils prépositionnent des armes à des endroits bien déterminés et ils convoient les rebelles sur ces lieux-là pour que les rebelles s'emparent de ces armes-là. Et les attaques commencent automatiquement. Donc toutes les attaques ont eu lieu avec le soutien actif de l'ONUSI et des forces françaises. Et à Diokwe, où il y a 800 morts, non seulement les avions de l'ONUSI ont circulé, les avions de la force Licorne, c'est-à-dire la force française, ont circulé, et pire,
la ville de Diokwe a été quadrillée par les chars de l'ONUCI et des forces françaises, pendant que les meurtres s'opéraient à l'intérieur de Diokwe. Donc voyez-vous la complicité entre les rebelles, entre M. Ouattara, l'ONUCI et les forces françaises pour causer le génocide du peuple Oué à Diokwe. Retenez bien cela. Je parle bien de génocide. Et lorsque ces 800 morts ont été perpétrés, tout le monde était au courant. Donc on ne peut pas dire que c'est Laurent Gbagbo. Pour une fois de plus, elle a transposé les rôles. Continuez encore beaucoup plus loin. Quand elle parle de 1000 morts, les 200 morts, on a vu tous ceux qui ont été tués par ce qu'on appelle le commando invisible à Bobo, où tout un village, nuitamment, a été attaqué. Et plusieurs civils ont été tués. On a vu le bâtiment abritant les policiers à Abidjan, qui a été mis à feu. Et on a vu des corps calcinés par les rebelles. On a vu aussi l'antenne de la radio-télévision ivoirienne d'Abobo, où tous ceux qui assuraient la sécurité de cette antenne ont été tués, brûlés vifs. Tous les Ivoiriens le savent. Sans compter que pendant ce temps, on était sous embargo de l'Union européenne. Il n'y avait plus de médicaments qui venaient de l'Europe vers la Côte d'Ivoire. Il était difficile au personnel de santé d'aller au travail. Il était difficile aux femmes enceintes d'aller accoucher dans les hôpitaux. Il était difficile de trouver même du lait pour les bébés dans les maisons. Et il était même difficile de trouver du gaz pour faire de la nourriture. Mais imaginez-vous des malades qui sont sur des lits d'hôpitaux sans assistance médicale. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de morts? Mais nous qui étions porte-parole du gouvernement, on recevait tous les coups de fil. Des bébés qui étaient en train de mourir par manque de lait. Des malades qui mouraient sur les hôpitaux parce que tout simplement, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Et même ceux qui avaient quelques moyens, qui voulaient aller chercher de l'argent pour se faire soigner, les banques étaient fermées par la volonté de l'Union européenne, qui a fait fermer toutes les banques européennes en Côte d'Ivoire. Donc voilà des crimes réels que Mme Bensouda a omis dans son document. Donc lorsque vous ajoutez aux 800 morts de l'Ouest, les centaines et des centaines de morts à Abidjan par la faute du commando invisible et par la faute de l'Union européenne, vous voyez que les 1000 morts, eh bien, on a vite fait de les dépasser. Mais ça, c'est l'œuvre de qui? C'est M. Ouattara, de l'Union européenne, de l'ONUCI et des forces françaises. Tous les Ivoiriens le savent. Donc vous voyez un peu le rôle macabre qu'on essaie de faire jouer à Laurent Gbagbo. Et c'est ce rôle-là qu'il faut dénoncer avec force. Quand, vous savez, dans le monde de la communication et des médias, si vous êtes un bon type, on peut vous faire jouer au cinéma le rôle d'un méchant type. Et tout le monde va croire que vous êtes méchant. Voilà ce qui arrive à M. Laurent Gbagbo. Non, M. Laurent Gbagbo a toujours préconisé, parce que le 27, justement, où Mme Bensouda parlait des attaques, cherchons à savoir en ce moment quel a été le comportement de M. Laurent Gbagbo. Et vous verrez que c'était le jour et la nuit. D'abord, le 28 octobre, lorsque les attaques de Diokwe ont commencé, Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on respecte le cessez-le-feu qui a été instauré en 2003. Donc, quelqu'un qui demande de respecter le cessez-le-feu, est-ce qu'il a utilisé la force? Et mieux, toutes les forces de défense et de sécurité qui devaient répliquer aux attaques des rebelles ont été acheminées sur Abidjan. On leur a demandé de replier sur Abidjan. S'il avait vraiment la volonté de s'attaquer aux rebelles, il n'aurait pas demandé à ses forces de replier. Donc, pendant que les forces de Ouattara attaquaient, Laurent Gbagbo demandait un cessez-le-feu, demandait l'ouverture d'un dialogue et a demandé à ses forces de replier sur Abidjan. Donc on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a attaqué et tué 1000 civils. Ce n'est pas possible. Et du 28 jusqu'au 1er, du 28 mars, jusqu'au 1er, les rebelles, tranquillement,
sont venus à Abidjan sans aucune résistance des forces de défense et de sécurité. S'il y avait une résistance, sachez qu'ils ne pouvaient pas arriver à Abidjan en 3 jours, puisqu'on a vu comment ils ont souffert sur Abidjan. Et quand ils étaient arrivés à Abidjan, ils se sont redéployés dans tout Abidjan pour attaquer les civils, attaquer les forces de défense et de sécurité. On a dénombré 32 policiers tués. 32 policiers. Est-ce que c'est M. Gbagbo qui a tué ses propres policiers? Ce n'est pas possible. Donc, et lorsqu'ils étaient arrivés à Abidjan, justement, Laurent Gbagbo a demandé aux forces de défense de protéger tout simplement les institutions de la République. Et c'est comme ça que, lorsque les rebelles ont voulu prendre les institutions de la République, ceux-là ont été repoussés. Ils ont été repoussés en dehors d'Abidjan. Donc ça veut dire que si Laurent Gbagbo voulait se défendre depuis Diokoué, Daloa, Bouaké et Bandoukou, eh bien Laurent Gbagbo se serait défendu. Et les rebelles n'allaient même pas arriver à Abidjan. Mais c'est par respect du cessez-le-feu qu'il ne l'a pas fait. Et donc vous voyez qu'en repoussant les rebelles, et ça a été très facile, en une seule journée, ils ont été repoussés d'Abidjan. Donc lorsque les forces rebelles, avec à leur tête M. Ouattara, n'ont pas pu prendre les institutions de la République face à la grande résistance des forces de défense et de sécurité. Donc c'est leur métier. Dans une République, ils ont la responsabilité des institutions de la République, de l'intégrité du territoire. Ils ont donc repoussé ces rebelles-là. Et tenez-vous bien, le 8 avril, lorsqu'ils ont été repoussés, eh bien, il y a eu une grande réunion de tous les chefs rebelles à Abobo, ce qui est convenu d'appeler leur QG. Et ils ont même décidé de retourner à Bouaké parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement ils perdaient beaucoup d'hommes, mais ils ne pouvaient pas prendre les institutions de la République. Et tenez-vous bien, c'est la France qui leur a dit qu'ils vont prendre le devant de la lutte. Donc voilà comment l'opération bombardement des institutions de la République sous la direction de la France a commencé. Donc, avec une résolution de l'ONU. Et que disait la résolution de l'ONU? De protéger les civils contre... Est-ce qu'on protège les Ouais lorsqu'on tue 800 Ouais de la région ouest de la Côte d'Ivoire? Si vraiment leur intention était de protéger les civils, puisqu'ils avaient des chars qui entouraient Diokoué, est-ce qu'ils ne pouvaient pas éviter le génocide des Ouais dans l'ouest du pays? Ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont failli à leur mission de protection des civils. Ils les ont même contribué, ils ont contribué à massacrer ces civils. Et donc, en lieu et place de protéger les civils, ils ont attaqué d'abord la radio-télévision ivoirienne, qui n'était pas une arme lourde. Ils ont attaqué l'université d'Abidjan, où résidaient des étudiants qui étaient supposés être tous des pro-Gbagbo. Ils ont attaqué tous les camps militaires où vivaient les militaires et leurs familles. Et, en dernier ressort, ils ont attaqué la résidence du chef de l'État. J'ai compté personnellement 50 bombes destinées à la résidence du chef de l'État. 50 bombes. La dernière bombe a fracassé le portail blindé et a permis la pénétration des chars des forces françaises à la résidence du président de la République. Et voilà comment le président élu de la Côte d'Ivoire, qui était dans son palais, a été enlevé par la France. Voyez-vous que non seulement la France ne s'est pas contentée de bombarder les institutions de la République, mais elle a fait pire. Tous les jeunes gens qui convergeaient vers le palais présidentiel pour soutenir leur chef d'État ont été tous massacrés avant même qu'ils n'atteignent le portail du chef de l'État. Donc, voyez-vous comment est-ce que des crimes graves ont été commis en Côte d'Ivoire. Et c'est plus de 1000. Mais Laurent Gbagbo n'est pas auteur de ces crimes-là. Et c'est ce que Mme Bensouda a omis de souligner dans son document de notification des charges. Les vrais auteurs sont connus en Côte d'Ivoire. Et donc, si elle avait fait son rôle de procureur, elle se serait rendue compte que sur les 1000 là, il y a 800 de Diokoué et plus de 200 à Abidjan, mais qui sont le fait des rebelles et des forces françaises. Je reviens à des faits concrets. Il s'agit de la RTI. Il est reproché à Laurent Gbagbo les attaques des manifestants devant la RTI. Qu'en dites-vous?
c'est toujours le jeu de rôle interverti entre Laurent Gbagbo et M. Ouattara. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que ce 16 décembre-là, la position des forces de défense et de sécurité qui étaient devant l'hôtel du Golfe a été pilonnée par les forces rebelles, entraînées, et tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, par l'ONUCI au sein de l'hôtel du Golfe. Et tout le monde sait que un jour avant l'attaque des rebelles, eh bien Soro Guillaume, le chef des rebelles, a réuni tous les rebelles et leur a dit ben, cette fois-ci, là, c'est nous qui sommes les forces républicaines, nous devons réprimer parce que eux, si eux, ils ont refusé de nous réprimer, nous, on va les réprimer. Donc vous voyez que lorsque Mme Bensouda dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait un plan pour réprimer, c'est complètement faux. Si elle avait fait sérieusement son travail, elle aurait relevé ce cas-là. Ou de la bouche même des chefs rebelles, ils ont décidé de réprimer les forces de défense et de sécurité qu'ils considéraient maintenant comme des rebelles. Et donc, le lendemain, il y a eu l'attaque des positions des forces de défense et de sécurité. Pendant que, selon eux, ils allaient vers la radio-télévision ivoirienne. Donc, ce n'était pas une marche pacifique, ce n'était pas des civils, c'était des rebelles qui avaient été convoyés au Golfe et qui maintenant sortaient pour aller prendre la radio-télévision ivoirienne. Et donc c'est dans ce contexte-là que les forces de défense et de sécurité ont été attaquées et d'autres carrément tuées. Donc ce n'était pas une marche pacifique. Et elle aurait dû mentionner ça. C'est aussi une grave omission. Docteur, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la marche qu'on pourrait qualifier, d'après vos explications, de virtuelle. Il y a aussi eu l'histoire de l'attaque d'un marché du même quartier, c'est-à-dire à Boboga. Vous savez, ça a été vraiment, je dirais, le fait le plus insolite du gouvernement Kembo. D'abord, avant ça, je vais vous raconter quelques éléments. 2 semaines avant, eh bien, l'ONU, à travers son représentant, dit que Laurent Gbagbo est en train de violer le cessez-le-feu parce qu'il a commandé des Mi-24 qui devaient atterrir à Yamoussoukro. Mais là, comme on n'était pas en conseil des ministres, on a réagi automatiquement. Et l'ONU a demandé, s'est excusé auprès des membres du conseil de sécurité pour dire qu'ils ont été trompés par leurs représentants sur place, que c'est faux. Voyez-vous que quand la réaction est brusque, eh bien, ils se rétractent. Et quelque temps après, ils disent que les forces de défense et de sécurité avaient tué à Abobo 3 militaires de l'ONUCI. Automatiquement, le gouvernement a réagi et a demandé à ce que les preuves soient apportées. Ils n'ont pas pu apporter les preuves encore, ils se sont excusés. Et bien avant ça, ils ont accusé le gouvernement ivoirien d'avoir caché, comme ils ont appelé, des cadavres dans la région d'Abobo, des cadavres qu'ils auront tués. Voilà. Laurent Gbagbo a ouvert toutes les portes de la République à des enquêteurs internationaux. Ils sont partis fouiller partout, ils n'ont rien vu. En réalité, l'ONUCI et la France cherchaient un moyen pour prendre une résolution pour s'impliquer dans la crise. Voilà la réalité qu'ils ne voulaient pas dire. Et cette fois-ci, ils ont profité d'un conseil des ministres où pendant 3 heures, aucun ministre n'est joignable, le président de la République n'est pas joignable pour inventer une histoire à dormir debout. Parce que tout juste après le conseil des ministres, ce fameux jour où on dit qu'il y avait eu des femmes qui ont marché à Bobo et qui ont été tuées par les forces de défense et de sécurité, on était en conseil des ministres. Donc pendant 3 heures, ils ont eu le temps d'intoxiquer et d'envahir le monde entier d'informations qu'on n'a pas pu démentir puisqu'on était en conseil des ministres. On ne savait même pas ce qui se passait dehors. Donc dès qu'on est sorti, puisque j'étais le porte-parole du gouvernement, d'abord un coup de fil de l'AFP, l'agence française de presse, un autre coup de fil de RFI, Radio France Internationale, un autre coup de fil de France 24 et les mêmes questions. Ah oui, ben là, il y a des femmes qui ont été tuées à Bobo, c'est les forces de défense et de sécurité qui sont l'auteur de ces crimes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
J'ai dit, mais madame, on sort du Conseil des ministres, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Laissez-moi le temps, je vais m'informer. J'appelle le ministre de la Sécurité, M. Djirioulou Émile. J'appelle le ministre de la Défense. Ils ne sont au courant de rien. Ils disent, bon, écoutez, laissez-nous le temps, on va interroger les officiers. Ils interrogent tous les officiers supérieurs de l'armée, du chef d'état-major jusqu'au chef des commissariats. Personne n'est au courant d'une marche des femmes à Bobo. Donc, une marche où le gouvernement n'est pas au courant, où les officiers supérieurs de l'armée ne sont pas au courant, comment est-ce qu'on peut envoyer des gens pour aller réprimer d'autres personnes? Et donc, malgré tout, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense ont diligenté des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. De 14h à 18h, aucune information crédible. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu un film amateur présentant des femmes marchant à Bobo et qui ont été tuées par des supposées forces de défense et de sécurité. Mais comme c'est un film amateur, et comme le crime n'est pas parfait, eh bien, un autre amateur qui, lui, ne savait pas comment utiliser les réseaux sociaux, a mis tout le film sans même découper les parties qui étaient des montages. Et donc, tout l'environnement était su. Donc, on a vu ces femmes qui étaient supposées mortes se relever dans le film. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un film amateur. Et Mme Bensouda a omis de dire que c'est sur les réseaux sociaux que ce film amateur-là montrait des femmes qui ont été tuées et que ces femmes-là se sont relevées après, je dirais, le cinéma qu'ils ont monté dans les studios de l'ONU. Donc c'est un vrai montage. Elle a oublié de mettre ça. Et elle a oublié de mettre que ce jour-là, tous les ministres étaient au Conseil des ministres. Et donc ne pouvaient pas donner d'ordre. Encore moins Gbagbo Laurent, qui est le président de la République, qui était aussi en Conseil des ministres. Il ne pouvait pas donner d'ordre. Donc Laurent Gbagbo n'a pas donné d'ordre. Et cet événement-là, on l'a découvert sur les réseaux sociaux. Il y a aussi eu l'histoire de l'attaque d'un marché du même quartier, c'est-à-dire à Boboga. C'est le même scénario. Encore, toujours, on était en Conseil des ministres. Et comme les autres fois, ils ont échoué quand on n'était pas en Conseil des ministres, souvenez-vous de l'affaire des Mi-24 que Laurent Gbagbo aurait fait atterrir à Yopougon, où notre réaction était vigoureuse et immédiate, qu'ils ont été obligés de reculer. Depuis ce jour-là, tout se fait quand on est en Conseil des ministres. Donc la marche des femmes, c'était en Conseil des ministres. L'attaque d'Abobo aussi, c'était en Conseil des ministres. On sort, c'est le même scénario. RFI appelle, AFP appelle, France 24 appelle pour savoir si les forces de défense et de sécurité ont donné l'ordre pour tuer des femmes au marché d'Abobo, enfin des civils au marché d'Abobo. J'appelle naturellement le ministre Djirioulou. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais je ne suis au courant de rien, laisse-moi, je vais enquêter. Et il diligente automatiquement une enquête. Et qu'est-ce que l'enquête nous révèle? Ils ont trouvé des balles sur le théâtre des opérations. Ces balles n'appartiennent même pas à l'arsenal militaire de notre armée. En plus, ils n'ont constaté aucun dégât. Aucun dégât. Et aucune victime n'a été présentée au ministre de l'Intérieur. Donc lui, il a conclu, naturellement, que c'est un fait monté de toutes pièces, dans l'optique d'obtenir l'autorisation d'attaquer ouvertement la Côte d'Ivoire. Et donc ces faits-là ont été des vrais montages, comme on voit dans les films hollywoodiens. Nous sommes donc au terme de notre entretien qui portait sur les non-dits, n'est-ce pas, du document de Mme Bensouda. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne par rapport à tout ce que vous avez dit au cours de cet entretien? Ce que j'aimerais que les auditeurs ou tous les téléspectateurs retiennent, c'est que la Côte d'Ivoire a vécu une crise très profonde. Et cette crise-là, elle ne doit pas être passée sous silence. La vérité doit être sue. Parce que tant que la vérité n'est pas sue, eh bien les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Donc on peut retomber facilement dans une autre crise
peut-être même beaucoup plus grave. Or, lorsque on lit le document qui devait servir d'élément pour faire éclater la vérité, puisqu'un tel document circule partout dans le monde, mais on se rend compte d'une seule chose, et j'avoue que ça m'a rappelé un peu le monde moderne, c'est-à-dire le monde des médias, le monde qui est gouverné par l'image. Vous savez, dans ce monde-là, et le symbole le plus accentué, c'est le cinéma. Si vous êtes bon, on peut vous faire jouer un rôle de méchant au cinéma. Et l'opinion mondiale va croire que vous êtes effectivement méchant. Si vous êtes mauvais, on peut vous faire jouer le rôle même du président du monde. Et tout le monde va croire que vous en êtes capable. Et donc, voilà une crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Celui qui, pendant 10 ans, au nom de la charte du Nord, inspirée par M. Ouattara, a instrumentalisé, je dirais, l'intégrisme tribal, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour se donner les moyens, en alliance avec les forces françaises et beaucoup de pays de la sous-région, pour armer, attaquer la Côte d'Ivoire, piller, tuer, violer, voler. Aujourd'hui, cette personne-là est présentée dans le document de notification des charges comme un innocent. Et celui qui, pendant 10 ans, à travers forums, réunions, dialogues, accords, gouvernement d'union, gouvernement de réconciliation, gouvernement d'ouverture, y compris même un gouvernement dirigé par des rebelles, au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale, aujourd'hui est présenté dans le document de notification des charges comme un criminel. C'est cette inversion de rôle-là que je dénonce, tout simplement pour que la vérité soit sue, pour savoir qui a construit la paix en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, qui a construit le dialogue, qui a signé des accords, qui a mis en œuvre ces accords-là et qui a fait des rebelles des ministres en Côte d'Ivoire, au nom de la paix. Et lorsqu'on se rend compte que le faiseur de paix est aujourd'hui à la Cour pénale internationale et jugé pour crime contre l'humanité, cela peut être une cause d'une injustice très grave pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, au nom de la réconciliation, au nom de la dignité africaine, parce que c'est des scènes qu'on a vues sous la période coloniale où on a fait jouer des rôles inversés entre la France et les rois et chefs de tribus en Afrique. On connaît ça. Ce scénario-là, il faut que ça prenne fin. Et je pense qu'avec l'aide des journalistes comme vous, avec l'aide de toutes les personnes dignes et responsables, eh bien cette vérité-là va éclater un jour. Et que le vrai film de la crise en Côte d'Ivoire soit tourné et vécu par chaque citoyen du monde et que chacun en tire la leçon pour que vive la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas en condamnant Laurent Gbagbo qu'on va aller vers la réconciliation. En condamnant Laurent Gbagbo, on va vers l'injustice, une injustice encore plus grave. Et le peuple ivoirien ne va jamais accepter ça. En condamnant les innocents, on ne règle aucun problème. Donc, je fais appel à la conscience de tout le monde pour que cette vérité-là soit sue en Côte d'Ivoire et pour que demain la réconciliation ait lieu. Cet entretien est terminé. Je voudrais vous dire merci et souhaiter qu'on se retrouve pour certainement d'autres entretiens pour l'information des Africains qui nous regardent.